Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Poussons le débat. Aujourd'hui, on va parler d'une denrée très importante, l'eau. Une denrée importante pour notre souveraineté semencière. Comment la partager, comment l'économiser, comment la stocker. Quel impact les changements climatiques ont sur l'eau et sur nos cultures. C'est ce que nous allons voir tous ensemble avec mes invités que je rejoins tout de suite et que je vais vous présenter. Alors, je suis avec, dans le désordre, Philippe Gatt. Vous êtes consultant membre de l'Académie d'agriculture. Bonjour et bienvenue. Lucille Dauger, vous êtes experte en agronomie transition climatique chez AXA Climat. Céline Duroc, vous êtes directrice générale de l'AGPM Maïs Europe, qui défend les producteurs de maïs. Et nous sommes également avec Jean-Daniel Arnaud, membre du conseil scientifique SNHF, c'est-à-dire Société nationale d'horticulture de France, section jardinage, jardin potager et fruitier. Donc on a une belle palette là pour nous expliquer un petit peu l'impact des dérèglements climatiques sur nos ressources en eau et l'impact que ça va avoir sur nos cultures et notamment sur les semences. Je vous propose qu'on commence par un panorama un peu général avec vous, Lucille, sur ce qui se passe autour de nous en ce moment. On parle plus en ce moment de dérèglement climatique que de réchauffement climatique parce que on a vu que souvent il y avait des inondations, mais il y a aussi de la sécheresse. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama global de ce qui se passe à l'heure actuelle et de ce qui se passe avec la ressource en eau justement en France? Avec plaisir, merci Émilie. Oui, donc le changement climatique, c'est un enjeu considérable pour les acteurs agricoles et donc c'est absolument crucial de l'anticiper, de le travailler avec des chiffres, avec de la science, et c'est ce qu'on fait chez AXA Climat. En quelques phrases pour commencer les échanges, on parle effectivement de dérèglement climatique avec un niveau d'hétérogénéité au niveau d'une année, mais aussi au niveau du territoire qui est hyper important quand on travaille sur le risque agricole. Quelques chiffres déjà sur les températures par exemple. D'ici 2030, les températures moyennes vont se réchauffer de 1,1 degré. 2030, c'est dans 5 ans, c'est vraiment demain. Donc ça c'est sûr, quoi qu'on fasse de toute façon. Quoi qu'on fasse, et même selon les trajectoires les plus optimistes. Mais ce 1,1 degré, c'est pas la même chose dans le Finistère où ce sera peut-être un peu plus doux, 0,7 degrés. Du sud-ouest par exemple, on va dépasser les 1,5 degrés. Pareil pour la pluviométrie. À un niveau annuel, la pluviométrie elle va globalement se conserver. C'est ce qu'on observe selon ce que la majorité des modèles climatiques avec lesquels on travaille nous dit. C'est globalement le niveau de pluviométrie se maintient. Mais en revanche, on va avoir une hétérogénéité annuelle, une intensification des saisons qui va être monstrueuse. On va perdre jusqu'à 70-80 mm de pluie dans le sud-ouest ou en Bretagne en été. Et en fait, l'été, c'est au moment où les plantes ont besoin d'eau. Et on arrive véritablement, dès aujourd'hui, à modéliser tout ce qui va se passer d'ici 2030. Oui, c'est le travail du GIEC. Il y a beaucoup d'instituts scientifiques qui travaillent dessus. Ce qui est compliqué, c'est de travailler sur la variabilité de ces informations, avec notamment 2023, 2024, qui était une année très, très humide. Donc d'identifier les années extrêmes, c'est un travail qui est aussi très, très fin et très difficile. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de réchauffement climatique, je le disais, et de sécheresse. On est aussi dans des années où il y a beaucoup d'inondations, donc beaucoup de pluviométrie. Oui, le message du réchauffement climatique, il est toujours vrai. En moyenne, on va vers un réchauffement, mais on va aussi vers plus de variabilité avec des années humides, des années sèches, des années plus fraîches et des années plus chaudes. Philippe Gatt, oui, allez-y. Une des explications, c'est tout simplement quand il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation d'eau, donc il y a plus d'eau dans le ciel, donc il pleut plus. Oui, donc il faut contredire ceux qui nous disent mais il n'y a pas de réchauffement climatique, regardez, il pleut et il fait frais. Mais c'est vraiment un fonctionnement en fait de la météo. Philippe Gatt, on voit donc ce dérèglement climatique avec ses incidences sur l'eau. Au niveau des cultures, ça va avoir des incidences assez importantes et c'est déjà le cas. Je voulais rappeler que l'eau avec l'azote, ça reste le premier facteur limitant de la production. Si on prend le blé qui est cultivé finalement du nord au sud, le rendement en Provence, il est de l'ordre de 30-35 quintaux et en Haute-France, il est plutôt de l'ordre de 90 quintaux. Donc il y a un facteur 3 qui est lié à la disponibilité en eau. Et si on prend à l'échelle mondiale, finalement, il y a 20% de la SAU qui correspond à 40% de la production. Donc on va retrouver surface agricole utile, hein, c'est ça? Oui, absolument. SAU. Donc on va retrouver ce même facteur 3 en termes d'efficience par rapport à la production. Donc c'est un point qui me semblait important d'être dit. Il y en a un deuxième qu'on oublie, c'est que
l'eau, c'est aussi un facteur clé pour la diversification. Et là, si on prend le cas, par exemple, de ce qu'on appelle le croissant des petites terres, qui va globalement des Charentes jusqu'en Lorraine. Donc ce sont des sols qui sont superficiels, avec pas d'accès à l'eau d'irrigation. En ce cas, les rotations sont très très courtes. On ne peut pas semer des espèces de printemps parce qu'elles sont trop exposées à la sécheresse. Et en revanche, si on prend des secteurs comme les Hauts-de-France, finalement, on va trouver des rotations qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus diversifiées, avec un très grand choix d'espèces. Ça va de la betterave, la pomme de terre, mais aussi des légumes comme les pois, voire les épinards, etc. Donc on voit bien que l'accès à l'eau, c'est aussi un facteur qui peut accélérer la transition agroécologique. Et puis si on revient sur le changement climatique, moi je dirais tout va très vite. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, il y a 15 ou 20 ans, ça n'existait pas. Le sorgho ne germait quasiment pas dans certains secteurs de la France. Et aujourd'hui, le département qui cultive le plus le sorgho, c'est l'Indre-et-Loire. Et puis quand on fait des projections en termes effectivement de climatologie, quand bien même effectivement les sols vont s'assécher parce qu'il fait plus chaud, donc l'évapotranspiration va être supérieure. Quand on regarde le bilan saisonnier, quels que soient les scénarios et quels que soient les modèles climatiques, finalement, on aura toujours un solde positif entre la pluie et l'ETP en automne et en hiver. Donc ça interroge sur le stockage de l'eau et je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Oui, et vous dites que les écarts entre les territoires vont continuer à s'accentuer. Absolument. Si on prend par exemple le cas d'une espèce qui est le lin fibre, c'est probablement l'espèce qui est la plus sensible à l'eau et aux températures. Et finalement, on s'aperçoit que à l'opposé des grandes cultures, où on voit qu'il y a une stagnation des rendements, voire une diminution maintenant qu'on commence à observer, le rendement du lin fibre, il reste constant parce qu'il est cultivé dans les bordures maritimes du nord-ouest et c'est une région qui reste encore épargnée par les effets de changement climatique. Donc de véritables incidences en fait sur nos productions de cultures et de semences, et on y reviendra. Et peut-être paradoxalement, si on prend le cas du blé dur, dont le bassin historique est la Méditerranée et la Provence, il y en a de moins en moins en Provence, et il y en a de plus en plus en Beauce, parce que justement, les conditions deviennent trop sévères en Provence. Céline, côté maïs, comment ça se passe ? Alors, il y a un enjeu majeur sur le sujet de l'irrigation en maïs, puisqu'on est sur une culture d'été. Donc effectivement, avec la période de sensibilité qui coïncide avec la période où le milieu fournit le moins d'eau directement par le biais de la pluie. Donc historiquement, c'est une des cultures qui effectivement peut être amenée à faire appel à l'irrigation. À l'échelle française, pour fixer les chiffres, il y a à peu près un quart du maïs qui est irrigué. C'est pas 100%, c'est pas la majorité, c'est un quart. Mais là où on fait appel à l'irrigation, c'est effectivement une donnée indispensable pour maintenir dans l'économie du territoire la place des cultures d'été. Parce que quand on parle maïs, en réalité, on parle culture d'été. Donc on va irriguer du maïs, mais on va irriguer du soja, on peut irriguer du tournesol également dans certains territoires. L'accès à l'eau est un enjeu stratégique pour conserver de l'agriculture. Sans irrigation, on peut avoir la disparition de l'agriculture dans certains territoires. On parle de la question du blé dur, par exemple. Aujourd'hui, les conditions historiques de zones comme le Lauragais, quand il n'y a plus d'eau du tout l'été et que l'accès à l'irrigation n'est pas possible, ou moins possible parce que le milieu ne le permet pas, on a des cultures qui peuvent disparaître des territoires. L'enjeu pour nous, et spécifiquement quand on parle de semences, c'est effectivement... Sur les semences, donc ici, vous savez, on est sur le stand des semences. Les semences, c'est une production très importante en France. Je rappelle simplement que la France est le premier pays exportateur mondial de semences et le premier pays producteur de semences d'Europe. Donc les semences en France, c'est important et ça concerne un grand nombre de gens et on produit des semences pour tous les pays. Pas pour tous les pays, mais pour beaucoup. Et en tous les cas, c'est des cultures spécialisées qui demandent plus de technicité et pour lesquelles il y a des stades clés, pour lesquels on a vraiment besoin d'eau. Et si on n'a pas besoin d'eau à ces étapes clés, on n'a plus de semences. Et les semences, c'est au départ de toutes les productions. Oui. Donc c'est important pour ça que les agriculteurs multiplicateurs, c'est eux qui sont chargés de faire la multiplication, aient de l'eau à certains moments. Et c'est différent selon les espèces. Je vais donner quelques exemples. Oui, c'est bien de voir concrètement comment ça se passe. Oui. Alors, par exemple, les espèces potagères. Les espèces potagères, il y en a beaucoup. C'est souvent des plantes bisannuelles.
et ils ont besoin bien sûr d'eau au moment de l'installation, parce que là, quand la plante est toute petite, elle a besoin d'eau en continu, mais souvent c'est à une période où il y a encore relativement de l'eau, donc c'est moins problématique. Mais par contre, en été, il y a des périodes critiques pour certaines espèces potagères où elles ont besoin d'eau pour pouvoir se remplir, pour que la graine puisse se remplir, pour que la fécondation puisse se faire aussi. Et ça dépend beaucoup des espèces. Mais il y a des espèces pour lesquelles il y a moins besoin d'eau. Par exemple, un exemple, c'est ce qu'on appelle les graminées fourragères, les gazons. Toutes ces petites graines, elles ont moins besoin d'eau, c'est moins critique. Puis il y a d'autres espèces où c'est intermédiaire, mais en général, selon les espèces, il y a des moments où s'ils n'ont pas d'eau, c'est la cata. Et alors, il y a des périodes dans l'année, vous l'avez dit, où on a pas mal d'eau, il y a des périodes où on n'en a pas du tout. Moyen de stocker, il y a des discussions autour de ça. Alors, je termine juste sur l'eau. Donc, c'est vraiment à ces moments-là, et souvent à ces moments-là, ça vient en été aussi. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il peut y avoir des conflits. Et justement, alors si on parle de stocker, parce qu'on sait très bien qu'il y a des polémiques, et il y a beaucoup de discussions politiques, on va dire, sur, je vais dire le mot, des méga-bassines, c'est-à-dire des moments où il y a beaucoup d'eau et de se dire qu'on pourrait la stocker. Certains disent c'est bien, d'autres disent c'est pas bien, parce que ça crée beaucoup de problèmes pour la biodiversité. C'est une des solutions ? Alors, donc, je crois qu'il y en a d'autres qui vont en parler aussi, mais donc effectivement les conflits sur l'eau, c'est surtout dans certaines régions. Ça dépend aussi beaucoup de comment l'eau est prélevée. Est-ce qu'elle est prélevée dans la rivière? Est-ce qu'elle est prélevée dans les nappes? Et pour faire des bassines de quelle dimension? Et pour quelle production? Et à quel moment? Tout ça, ce sont des débats compliqués. Et il y a des gens, je dirais aussi, qui connaissent mal les sujets et qui s'expriment parfois violemment, alors que ce qu'il faut, c'est se mettre autour d'une table pour discuter et essayer de trouver des solutions intelligentes pour tout le monde. Mais je pense que vous pouvez peut-être en parler. On sent que le partage, la gestion et le partage de l'eau au niveau local, ça devient de plus en plus problématique et stratégique. Oui, je partage l'avis qu'il faut qu'on ait un débat serein sur effectivement l'utilisation de l'eau. Voilà, donc je revendique. Et peut-être souligner que l'Académie d'agriculture a formulé un avis sur l'utilisation des méga-bassines et en particulier de la bassine de Mosée-sur-le-Mignon. Et en fait, on a choisi cet exemple parce qu'il est complet. On a une dizaine d'années d'observation. Et en fait, ce bassin est instrumenté par un dispositif avec des capteurs qui mesurent à la fois les débits et qui mesurent également les hauteurs d'eau. Et il y a également eu un recensement de ce qui s'est passé finalement entre ceux qui utilisent l'eau et ceux qui ne l'utilisent pas. Et l'avis, en fait, c'est un avis positif, mais qui est conditionné par un point, qui est effectivement de disposer d'indicateurs dynamiques pour prendre les bonnes décisions. Mais en termes d'impact, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un effet très positif sur les niveaux d'eau en été et qu'il n'y a pas d'effet négatif sur les niveaux en automne et en hiver, sauf quelques rares exceptions dans le cas des hivers secs. Et surtout, ce que je voulais dire et revendiquer, c'est que le recensement agricole de 2021 qui a été fait dans cette région démontre qu'il y a un maintien qui est plus favorable des agriculteurs dans cette région. Il y a un taux de conversion en agriculture biologique qui est également plus élevé. Il y a une introduction de cultures différenciées, en particulier les légumineuses, mais aussi les légumes pour un marché de proximité. Et ça s'est également accompagné par une diminution de l'ordre de 50% de la solde de maïs. Donc ça va un petit peu à l'encontre, si vous voulez, de ce que les détracteurs finalement de l'utilisation de ces bassines mettent en avant, à savoir que ça va servir pour l'agro-industrie, pour des multinationales et pour le maïs. En fait, les faits démontrent que c'est tout le contraire. Cet accès à l'eau a permis une véritable transition vers l'agroécologie. Et comment vous expliquez ça? Alors, je reprends vos termes, c'est une analyse qui a duré pendant 10 ans sur différents aspects des conséquences, de l'impact de ces méga-bassines. Et comment on explique davantage de transition en bio, de conversion en bio, des choses comme ça? Parce que cet accès à l'eau, justement, permet de cultiver un plus grand nombre d'espèces. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de celui qui est dans le Berry, par exemple, sur un sol très superficiel et sans eau. Il est condamné à faire une rotation très courte avec des espèces d'hiver. Par contre, celui qui est en Haute-France, où l'eau est disponible sur des sols très profonds, il peut faire 10 espèces à l'échelle de la rotation. Donc on retrouve ce type d'effet à l'échelle d'une région dès lors qu'il y a un accès à l'eau.
Donc après, il y a des débats qui sont différents parce qu'il y a des points de vue scientifiques, agronomiques et des points de vue politiques. Donc c'est pour ça que l'idée de se mettre un peu autour de la table, d'essayer de faire baisser un peu la pression et de discuter avec des choses factuelles. Moi, je revendique un rôle écologique de l'irrigation. Très bien, c'est dit. Il y a des messages politiques qui se disent. Jean-Daniel, vous vouliez préciser quelque chose? Je vous le disais, là, ça n'a pas été dit, mais aussi... Rapprochez bien le micro. Il y a un facteur très important, c'est comment on utilise l'eau. Donc il y a différents moyens, ça peut être par aspersion, dans ce cas-là, tout le monde le voit. Donc, et puis on se dit, oh là là, s'il y a du soleil, on va en perdre énormément. Après, il y a par irrigation, c'est-à-dire que simplement, on fait des courants d'eau. Pour certaines cultures, c'est comme ça qu'on fait. Pour le blé, pour le riz dans les pays asiatiques, c'est carrément de l'eau, il y a beaucoup d'évaporation. Le riz consomme énormément d'eau. Et dans les différentes espèces, elles ne consomment pas la même quantité d'eau. Le blé consomme plus d'eau que le maïs, alors que c'est le maïs qui est accusé. Mais le maïs, c'est de l'eau en été, donc c'est plus conflictuel. Donc tout ça, et après, il y a d'autres méthodes, comme par exemple le goutte à goutte. Oui. Et donc le goutte à goutte, a priori, est beaucoup plus économe en eau. Mais est-ce que ça veut dire un investissement en termes d'équipement, de choses comme ça? Un investissement qui est beaucoup plus important. Donc ça se fait pas mal en potagère, pour certains légumes, pour des productions de semences, mais pour des cultures à grand rapport. Et puis surtout dans les productions sous serre ou dans des endroits, parce que là, sous serre, de toute manière, il faut de l'eau et il faut l'amener d'une manière ou d'une autre. Donc on voit des modalités différentes d'irrigation et qui permettent d'économiser ou pas l'eau. Lucille, est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut imaginer pour justement mieux économiser cette ressource en eau? Il y a plusieurs façons, effectivement, il y a plein de solutions et ce que j'entends à gauche et à droite et ce avec quoi je suis très alignée, c'est que c'est des solutions qui se pensent à une échelle locale, qui a un contexte local, un contexte pédologique à chaque fois à considérer. L'enjeu, il est local. Je viens d'une expertise qui est celle du climat. Le changement, il sera différent en fonction des régions, avec un niveau de risque à aborder qui sera différent, donc un contexte local très différent, et donc les solutions seront aussi très différentes. Donc on ne peut pas imposer un modèle pour toute la France, il va falloir voir quelles sont les ressources, quelle est l'utilisation, quelle culture. Absolument pas. On a parlé d'efficacité d'irrigation, on a parlé de méga-bassines, il y a une adaptation des pratiques qui peut être possible aussi, peut-être semer plus tôt pour certaines cultures, pour éviter les vagues de chaleur qui seront très intenses en fin de culture. Ça va dépendre d'une expertise très locale, d'une expertise de l'agriculteur qui est primordiale. Et alors vous dites qu'il y a plusieurs façons, soit on s'adapte, soit on investit, comme vous le disiez Jean-Daniel, dans des modes d'irrigation, soit on bouge et on change de lieu, c'est un peu ça les choix principaux. In fine, c'est ça la solution la plus extrême, c'est de changer les pratiques, changer les cultures. Comme on le disait tout à l'heure, la France, on est les premiers producteurs et premiers exploitateurs de semences en France. On a une expertise qui est très forte, donc il faut pouvoir in fine, on a un chiffre, on a travaillé sur le risque climatique en 2050. Jusqu'à 60% des surfaces de production de semences en 2050 seront à un risque élevé, voire extrême. Donc ces cultures-là, il y a une adaptation qui est absolument nécessaire et qui pourra passer in fine par identifier d'autres bassins de production peut-être. Donc ça veut dire changer vraiment de bassin de production. Oui. Et ça, c'est possible, ça se fait déjà un peu? Ça s'anticipe. Aujourd'hui, la production de semences, elle est répartie sur toute la France. Ça s'anticipe, ça se prépare à une échelle locale. Céline, vous dites qu'il y a aussi d'autres moyens. On peut penser à des innovations, à d'autres choses comme ça? Alors, je voulais juste revenir sur le sujet quand même de la gestion de l'eau, qui est un sujet séculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation agricole qui ne se soit construite sans maîtrise de l'accès et de l'utilisation de l'eau. Donc, ça reste... Ça a été le cas, ça reste le cas aujourd'hui, et on est dans ces sujets-là, c'est-à-dire que le changement climatique auquel on fait face aujourd'hui réinterroge notre capacité à maîtriser la ressource en eau. Ce qu'on voit effectivement, si on regarde à l'échelle de la France, et ça a été dit, globalement on va avoir le même niveau de pluviométrie, mais pas du tout réparti de la même façon, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc la question c'est comment est-ce qu'on est capable de s'approprier ces nouvelles règles du jeu, entre guillemets, pour conserver notre capacité à produire et à produire en gardant notre niveau d'excellence. On est le premier exportateur mondial de semences. C'est une place à garder quand même. Et on peut déplacer les cultures, mais enfin, si on les déplace, c'est en France. C'est pas pour aller ailleurs. Donc, il y a un vrai enjeu stratégique. Et je pense qu'aujourd'hui, on reparle de réarmement agricole et alimentaire, de souveraineté. Je pense que le sujet de la semence, il est primordial dans ce cadre-là. Et donc, on se doit de se réinterroger sur notre capacité à maîtriser la ressource. Donc,
Donc un des sujets, c'est mieux l'utiliser, donc optimiser l'utilisation de l'eau, être plus efficient dans les usages, utiliser l'innovation, qu'elle soit numérique, robotique, mais aussi la semence elle-même, puisqu'on... J'imagine que c'est des choses que vous faites déjà, que les agriculteurs et les producteurs... Et au niveau on a la chance avec la plante maïs d'avoir une plante qui est sélectionnée à l'échelle mondiale, donc d'avoir déjà intégré dans les semences déjà un certain niveau de résilience. Et donc c'est la culture qui utilise le moins d'eau qui est la plus efficace pour transformer l'eau en matière. Mais on peut encore faire des progrès. On a des outils d'aide à la décision aujourd'hui pour mieux piloter les apports d'eau à la parcelle. Mais encore une fois, ça marche pour les 25% de surface qui sont irriguées. Le reste, il faut mieux utiliser l'eau aussi dans des parcelles qui finalement ne sont pas irriguées. C'est-à-dire mieux gérer l'eau naturelle. Je finis juste sur les autres sujets de maîtrise de l'eau qui sont autour du stockage, puisque quand on a une répartition différente de la ressource, on le voit depuis maintenant 18 mois, il pleut. Les 18 mois d'avant, on n'avait eu pas de pluie du tout. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est capable de se projeter dans des gestions pluriannuelles de la ressource en eau. Et ça passe par le stockage. Alors, il y a des sujets de controverse autour de la question des eaux souterraines, des eaux de surface, des cours d'eau, de la coexistence, je dirais, entre le stockage et la biodiversité. Mais aujourd'hui, effectivement, tout ça, ça doit passer par le dialogue sur le niveau local, parce qu'il n'y a pas une ressource en eau qui ressemble à une autre ressource en eau, mais on doit être capable aujourd'hui d'anticiper et de s'adapter à ce changement climatique par une meilleure gestion par le stockage aussi. Et alors, oui, allez-y, alors Philippe, sur les solutions un petit peu qui sont envisagées. Après, je reviendrai sur peut-être un peu les innovations type NGT ou changer un petit peu le... Parce que là, on s'est très focalisé sur les leviers à l'échelle territoriale, mais il y a également des leviers à l'échelle des parcelles, à l'échelle des fermes. Donc le premier, c'est le levier génétique. Donc si je prends par exemple le cas du blé avec le projet de recherche Breedwheat, on a amélioré la tolérance à la sécheresse et ça équivaut à plus 5 quintaux. Et plus 5 quintaux, ça met en jeu environ 30 mm. Et 30 mm, c'est le risque qui va s'accroître peut-être dans les 25 prochaines années. Donc ça veut dire que le levier génétique, en fait, il gomme déjà en partie ce risque qui va être augmenté. Donc ça me semble important d'être dit. Ça veut dire qu'on va avoir un blé qui consomme moins d'eau, qui a besoin de beaucoup moins d'eau qui consommera aujourd'hui à hauteur de moins 30 mm par rapport à aujourd'hui. Donc c'est quand même significatif. Après, il y a d'autres leviers à l'échelle et qui sont en lien plutôt avec des opportunités offertes par le changement climatique, à savoir que le gel hivernal a quasiment disparu. Aujourd'hui, on constate depuis peut-être 10 ans que finalement l'orge de printemps qui était exposée à la sécheresse est maintenant semée à l'automne. C'est vrai aussi pour le pois protéagineux. Donc là, on a moyen finalement de minimiser l'exposition à la sécheresse en passant de semis de printemps à semis d'automne grâce à une opportunité qui est offerte par le changement climatique. Et puis peut-être dire qu'on peut aussi faire un pas de côté et aller chercher les espèces qui sont également plus tolérantes à des conditions sévères qui existent déjà ailleurs. Pas forcément en France. Et moi, je prendrai un exemple, c'est la coopérative agricole des Pays de Loire qui a installé une nouvelle filière avec du quinoa. Et dans le quinoa, on sait qu'il y a des mécanismes physiologiques d'adaptation à la sécheresse qui sont tout à fait insolites. Alors si le rendement n'est pas performant aujourd'hui, en tout cas, il est beaucoup plus stable que celui qu'on peut observer dans le cas des autres espèces. Et il y a un dernier point que je voulais mettre, c'est qu'on peut aussi combiner tout ça avec d'autres leviers. Le mulch, par exemple, au sol. Donc on met des résidus végétaux pour diminuer l'évaporation au niveau du sol. On peut améliorer la fertilité biologique des sols. On sait que ça joue environ sur 10 mm. Et il y a un point qu'on n'a pas mentionné, c'est la réutilisation des eaux usées en France. Où globalement, alors on en est où de ça? Les moyennes, moi ce que j'entends dire, c'est qu'on est entre 0,6 et 2%. Voilà, en Espagne, en Italie, on est plutôt à 15, voire 18%. En Israël, on est à 85%. Moi j'ai fait le calcul. Si demain la France recycle à peu près 20% des eaux usées, ce qui n'est pas complètement irréaliste, ça met en jeu 100 mm d'eau sur 1 million d'hectares. Donc c'est absolument phénoménal. Et qu'est-ce qui bloque? C'est parce qu'on craint pour des conséquences sanitaires ou des choses comme ça? Bien sûr, il y a le frein lié à la qualité sanitaire, mais en fait il y a des exemples à grande échelle qui montrent clairement que c'est très positif sur les eaux de sucrerie, sur les eaux de laiterie. Moi j'ai un exemple par exemple où le maïs est alimenté en eau par l'eau de laiterie et ensuite le maïs fourrage sert à nourrir les vaches.
Et ensuite, on produit du lait. Et l'eau est réutilisée pour reproduire du maïs. Donc voilà, c'est cyclique et ça me semble complètement vertueux. Et je pense que, hélas, ce genre d'expériences sont beaucoup trop rares en France. Jean-Daniel, vous vouliez un commentaire et peut-être Céline sur ce système de maïs. On a parlé des grandes cultures. Moi, j'ai envie de dire un mot du jardinage. Alors, allez-y. Donc, il y a quand même des 20 millions de jardins au moins potagers en France ou ornementaux. Et en jardinage, il y a des pratiques qui sont... Alors, vous avez parlé du mulchage, de mettre de la paille, de couvrir le sol. Déjà, ça économise beaucoup d'eau, moins d'évaporation par le sol. Et puis, tous les gens qui vous font un peu de culture, etc., disent toujours un binage, c'est 2 arrosages. Donc simplement de gratter le sol pour enlever les mauvaises herbes, et ben ça, en fait, ça bloque la remontée capillaire de l'eau parce qu'il y a des petits canaux, c'est par là que l'eau remonte et va être évaporée. Et de gratter le sol, qu'il soit plus émietté, ça limite beaucoup l'évaporation. Un peu plus de travail, mais un peu moins de nécessité. Si on veut économiser de l'eau, c'est un moyen important. Lucille, quand on parle de nouvelles cultures qu'on va aller chercher ailleurs, là on parlait du quinoa, on peut parler du sorgho, des choses comme ça, ça veut dire vraiment changer un petit peu nos façons d'entrevoir les différentes cultures, les différentes semences, ça veut dire des changements de consommation aussi. C'est imaginable ça ? Potentiellement, oui, d'un point de vue agronomique, c'est possible. Dire que demain, en 2030, en 2050, on va pouvoir produire plus de quinoa dans une telle ou telle région, c'est possible. Mais ce n'est pas un mouvement qu'un agriculteur fait seul. Parce que, ok, il a produit du quinoa, mais il faut que derrière toute la filière soit organisée, du silo à l'entreprise qui va stocker jusqu'à la commercialisation. Tout le monde doit se mettre en marche et pas juste un agriculteur qui va décider de changer ses pratiques parce qu'elles sont mieux produites. Donc ça demande vraiment des investissements, des soutiens et une réflexion. Céline, c'est ce que vous disiez, c'est compliqué quand même d'imaginer qu'on va, pour s'adapter au climat, changer un peu de territoire, les cultures, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça et en même temps c'est une évolution continue, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une forme d'adaptation entre ce que le territoire, le climat permet, mais ce que permet aussi la science, donc la connaissance des plantes, on va parler NGT, mais, et l'économie du système. Donc si on a des filières organisées, ça apporte de la visibilité pour les agriculteurs et ça permet effectivement d'avoir un lien jusqu'au consommateur. Le quinoa, si tout le monde se met à manger du quinoa, il y aura des filières, à manger significativement du quinoa, parce que tout le monde en mange un peu, mais tout le monde n'est pas prêt forcément à basculer complètement à manger du quinoa plusieurs fois par semaine. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, il y a un appel d'air, il y a une structuration de filière, on arrive à passer des effets d'échelle, et dans les territoires, on peut s'organiser et se dire qu'à ce moment-là, la ressource disponible, que ce soit le sol ou l'eau, peut être dirigée vers tel ou tel type de filière. Qui serait plus demandé ou exactement. Mais il faut que tout le monde s'y retrouve économiquement. Oui. Mais de mon point de vue, ce qui manque à la France et à d'autres pays, c'est d'avoir une vision anticipatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à anticiper le climat, donc on présente des cartes de France qui sont modifiées, mais en fait, on ne présente pas des cartographies où on pourrait optimiser dans l'espace les différentes espèces compte tenu de leurs atouts, de leurs contraintes et du climat. Donc ce qui manque vraiment, moi je pense, c'est un simulateur à l'échelle nationale qui permettrait d'anticiper, d'avoir une vision dynamique finalement sur la multiperformance des grandes cultures dans le temps et dans l'espace, compte tenu des contraintes qui vont nous arriver et compte tenu des opportunités qui sont offertes par différentes espèces. On voit que c'est à plusieurs niveaux. Oui, Lucille, donc au niveau national pour y voir clair, au niveau local pour se partager un petit peu la ressource, ça demande et des investissements pour les agriculteurs, ça fait beaucoup. Oui, je suis complètement d'accord avec Philippe. L'important c'est de se projeter. Il y a de la cartographie, mais il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, ça va jusqu'au consommateur final. Et être prêt à changer nos pratiques. On a beaucoup travaillé chez Axaclimate sur le blé, par exemple. Alors oui, on arrivera toujours à produire du blé. Il y aura quelques années, comme l'année dernière, qui seront plus difficiles. Ça veut dire, in fine, un agriculteur, il va peut-être diversifier ses productions et aller vers d'autres, si on parle de pain, d'autres céréales panifiables qu'aujourd'hui on fait moins, comme de l'épeautre, du millet, du sorgho. Donc nous, consommateurs, on doit être prêts, in fine, à avoir dans notre boulangerie des pains un peu différents, des pains d'épeautre qui vont être... en bout de chaîne, plus résistant aux sécheresses, plus résistant à des températures froides, j'en sais rien, voilà, qu'on soit prêt à changer un peu nos habitudes et ce qu'on a dans nos assiettes finalement. Et vous avez l'impression, tous les quatre, je ne sais pas qui veut répondre, qu'il y a une véritable prise de conscience, j'imagine, au niveau des agriculteurs, des producteurs de semences. Les consommateurs aussi essaient de s'adapter et comprennent qu'il y a quand même un souci. Est-ce que
La prise de conscience, je pense qu'elle est aujourd'hui partagée à tous les niveaux. Les agriculteurs, ce sont les premiers qui sont exposés au changement climatique. Donc la prise de conscience, elle existe. Les consommateurs aussi. On entend quand même des. Après, ils sont un peu schizophrènes. On est souvent un peu. Les desiderata sont là. L'acte d'achat, ça peut varier effectivement, mais. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait la transition tous ensemble. Et ce qu'on oublie quand même souvent de dire, c'est joli de faire des cartes et de se dire il faudrait faire ci, mais c'est de l'argent. Oui, c'est ça. Tout ça, ça a un coût énorme. C'est-à-dire qu'il faut investir dans des nouvelles espèces, dans des nouvelles techniques, dans du nouveau matériel parfois, parce que les conduites d'espèces ne se font pas de la même façon. Donc ce sujet-là, si on veut anticiper, il faut qu'on anticipe collectivement, tous ensemble. Et un des investissements les plus importants, c'est dans la semence. On voit bien l'effort qui est fait dans la recherche sur la partie semencière, des espèces plus résilientes aux problématiques climatiques, plus d'eau, moins d'eau. La salinité des sols, qui est un vrai sujet, pas chez nous encore, mais dans le reste du monde, la résistance, la tolérance au froid, etc. Les entreprises qui investissent le plus en R&D, ce sont les entreprises semencières. Et donc tout ça, c'est des volets qu'il ne faut pas négliger. La transition, elle doit se faire collectivement, mais elle doit être financée. Et ça, c'est des leviers, vous parlez des NGT aussi, donc, un mot, si vous voulez. Comment? Oui, alors dites un mot. Donc on a parlé de la génétique. La génétique, c'est extrêmement important. Ça a apporté énormément de progrès. Autorisé. Mais en ce moment, voilà. Donc en Europe et en France en particulier, pour l'instant, on considère que les New Genetic Techniques, les NGT, ce qu'on appelle les ciseaux génétiques, c'est des techniques qui ont été mises en place, en particulier par une Française, qui a eu le prix Nobel il y a 8 ans, et qui permettent de faire des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus fines au niveau génétique. Et à l'heure actuelle, au niveau réglementaire, c'est bloqué encore au niveau européen. On progresse, il y a des gens qui se battent pour ça, pour essayer de faire évolution la réglementation, et qu'on arrête de dire que ces NGT sont des OGM cachés. C'est pas vrai, ce ne sont pas des OGM et ils ne sont pas cachés justement. On veut essayer de trouver une réglementation intelligente qui permettrait à l'Europe et à la France en particulier, d'utiliser ces techniques qui sont complètement utilisées aux États-Unis, dans les pays asiatiques. Ils ne se posent pas de questions et il y a déjà plein de plantes qui sont en train d'être mises en point et qui peuvent être plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes aux maladies, de meilleure qualité, plus goût. Enfin, on peut améliorer des tas de choses. Vous savez qu'avec ces ciseaux génétiques, simplement en modifiant un petit peu un gène, on arrive à rendre une plante résistante à une maladie. Plus de pesticides, c'est quand même des solutions intelligentes. Donc ça veut dire, Lucille, Philippe, qu'on ne pourra pas se passer de ce genre d'innovation pour s'adapter au changement climatique? Ça veut dire qu'il faudra piocher parmi un éventail de solutions d'adaptation qui va être très important. Poser la question de est-ce que les agriculteurs sont prêts à changer? Il y a un chiffre du Shift Project que je trouvais intéressant, c'est sur 7000 agriculteurs interrogés, il y a plus de 80% qui ont constaté l'impact du changement climatique et veulent agir dessus. Donc oui, ils sont prêts à le faire. Faut un peu les aider, quoi. Exactement. Et on a parlé de solutions de financement, il y a des solutions d'assurance aussi pour déclencher des changements de pratique. Ça peut être, il y a plusieurs leviers à enclencher. Peut-être pour compléter, je considère qu'effectivement c'est un outil intéressant pour l'accès à l'eau, cet outil génétique des NBT. De mon point de vue, c'est un outil complémentaire à d'autres outils. Si on s'intéresse à la tolérance à la sécheresse, c'est souvent multigénique. Donc il faut faire appel à des dispositifs de phénotypage, donc d'aller observer une très grande diversité de plantes avec des capteurs pour aller chercher justement des gènes multiples qui ont des effets certes partiels, mais qui in fine vont donner à la plante une tolérance à la sécheresse. Donc c'est complémentaire à la précédente. Et puis il y a aussi le fait d'aller rechercher dans des ressources génétiques un petit peu anciennes des traits qu'on aurait perdus finalement au cours de la sélection. Donc ces différents points, pour moi, ils sont complètement complémentaires. Et je voulais terminer par le fait que les agriculteurs en fait, ont anticipé déjà ce changement. Si je reviens un petit peu à la modification des cartes des espèces qui sont cultivées en France, quand j'ai commencé ma carrière, le sorgho ne germait pas en Eure-Loire parce qu'il faisait trop froid. Aujourd'hui, en fait, le département qui cultive le plus le sorgho, c'est l'Indre-et-Loire. Et ça a explosé, comme par hasard, dans toute la région qui est déficitaire en eau. Donc on va trouver aussi du tournesol, etc. Donc, il y a une adaptation déjà des agriculteurs. Et puis le maïs se sème de plus en plus tôt, justement pour éviter les stress de fin de cycle. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'esquive. Et ça a complètement été anticipé par les producteurs.
Merci beaucoup parce qu'on a fait un large panorama en une demi-heure sur tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est le dialogue, parce que on voit bien qu'on ne s'en sortira pas. Il y a plusieurs solutions, et une palette de solutions aussi. Peut-être des innovations à permettre pour nous faciliter la tâche vis-à-vis de ce changement climatique. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des agriculteurs qui sont motivés, qui sont déjà bien conscients des choses et qui agissent. Merci beaucoup à tous. C'était notre dernier débat. Poussons le débat puisqu'on est l'avant-dernier jour du Salon de l'agriculture. Mais je vous souhaite une très bonne journée au Salon. Merci à tous de nous avoir suivis.